La chaise bleue est une idée originale de GLM Conseil. En partenariat avec le Mouvement québécois de la qualité. All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast La Chaise Bleue. Nous sommes en direct du salon MPA du MQQ. Un rituel qu'on aime venir à chaque année. C'est là que je revois mon ami Tom aussi. J'ai revu plein d'autres gens de l'industrie. C'est rendu un rituel. Super bel événement. Je pense qu'on a eu près de 1000 personnes environ. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi, merci messieurs, Ben de chez Human Perf et Tom qui travaille aussi avec Human Perf. On va apprendre à les connaître. Donc, merci, messieurs, de vous prêter au jeu. Merci à toi. Première des choses, peut-être, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, savoir, je commencerai avec toi, Ben, peut-être background un petit peu, qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce qu'on se doit de connaître sur toi, mon cher? J'ai 51 ans, marié, 3 enfants, je suis français. OK. Je suis ravi d'être ici à Montréal, je reviens tous les ans. Et c'est une vraie... T'es pas résident ici, là, Non. quand même. Tu Ouais. viens... J'habite Lille, OK. au nord de Paris. Est-ce que tu es en visa de travail, là? Ou... Et j'avoue que c'est un vrai plaisir de revenir à chaque fois au salon, là, qui est hyper énergisant. C'est là que je t'avais rencontré, d'ailleurs, l'an passé, Ouais, là. complètement. Et qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà, moi, je suis le fondateur de Human Perf, Oui. que j'ai créé en 2004. Voilà, donc on est dans notre 21e année. Quand même. Félicitations. Ouais, c'est pas mal, ouais. 20 ans, ça commence à Quand même, hein, dater un petit peu. c'est le moment de faire un peu un track record, de Complètement, ouais. revenir où est-ce qu'on s'en va. Ouais, complètement, ouais. J'adore ça. Puis, Tom, de ton côté, peut-être te présenter. Ah oui, C'est oui. pas la première fois, je pense, qu'on fait la chaise bleue ensemble. C'est la première fois. Pour vrai, Ben oui, shame on me de bord. J'anticipais le moment. Ouais, Tom, moi, je suis sur Montréal. Je travaille avec l'équipe de Human Perf. Je suis ingénieur industriel de formation, donc tous les sujets là, autour de la transfo numérique, l'optimisation. Amélioration continue, productivité. Moi et Ben, on est des gens issus de l'EQTR. Oui. Et aujourd'hui, même chose pour moi, salon MPA. Je donne une conférence ce matin, les prix performance cet après-midi. On a notre kiosque, ça roule, ça tourne. À chaque fois, on finit avec gonflé à On arrive gonflé à craqué bloc. la journée, puis pour vrai, là, félicitations à l'organisation du MQQ. Moi, j'étais en fin de journée, j'étais encore craqué. Il y a eu une qualité de personnel qui est venue, je trouve ça incroyable. J'ai hâte à la remise de prix tantôt, de prendre un petit verre de vino avec les Exact. gens. J'ai hâte de sortir après en ville avec le monde. Fait que, tu sais, pour vrai, félicitations, Guy, à ton équipe. Très, 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 très belle journée. Peut-être plonger dans vos entreprises. Vous êtes ici. Je pense que vous avez un kiosque là-bas. Peut-être nous expliquer brièvement pour les gens qui nous écoutent, quelle est la mission de... Je pense qu'on va se concentrer Human Perf. Parce que Tom, toi, je pense que tu es Un peu de consultation, Un peu de principalement aussi principalement avec sur- l'outil ouais, de ouais, Human ouais, Perf. exact. Puis je te posais la question, Tom, tu sais, quelle est la mission en arrière de Human Perf, un produit que vous avez édité, que vous avez conçu, j'imagine? Tu sais, c'est quoi la mission, la raison d'être de cet outil-là? D'où ça vient? Ouais, s'il fallait présenter la mission de Human Perf, je dirais que c'est un outil de gestion de projet pour les personnes qui ne sont pas formées à la gestion de projet. En OK. fait, la gestion de projet, aujourd'hui, c'est généralisé à toutes les directions. Il y en a au sein mille des et un entreprises. outils de gestion de projet. Là. Il On y en s'entend a par- des Trello, des Jira, des Name It, Ouais, Monday, whatever. toujours très orienté finalement vers une population de gestionnaires de projet. Oui. Et en fait, il y a plein de projets qui sont pilotés par des personnes qui ne sont pas des chefs de projet et qui, avant de piloter des projets, doivent faire tourner des unités de production, doivent embaucher des gens, faire des plans marketing, etc. Et finalement, on a développé une solution pour ces gens-là. Oui. Parce que c'est pas simple de s'incarner chef de projet. Et puis, il y a beaucoup d'organisations qui nous disent on n'a pas la maturité, on n'a pas la culture projet, on n'est pas au rendez-vous pour piloter des projets correctement. Et en fait, on a fait une solution pour ces gens-là, OK. de manière à ce qu'ils puissent Adapté s'approprier. à la réalité du commun des mortels qui Exactement. n'a pas fait son PMP, qui n'est pas là en Exactement. maîtrise, gestion de projet et autres. là. Et c'est vraiment notre mission, c'est d'accompagner tous ces gens qui doivent piloter des projets et qui n'ont pas été formés pour. Excellent. Puis, tu sais, Tom, je te relance la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte, toi, de ton côté, qui est actif au Québec, qui a vu cette solution-là, puis qui s'est dit, crème, il faut que je m'investisse du temps là-dedans. Pourquoi, Tom? En fait, l'anecdote, c'est que, en mode de consultation, je cherchais pour un client. En 2018, je me suis dit, c'est impossible que les gens sont seulement dans Excel parce que nous, la réalité, quand les gens arrivent chez nous, ils disent,
des plans d'action, il y en a partout. Oui. On est noyé, on est cloisonné, ou les TI ou l'équipe gère avec Jira, qui est une usine à gaz qui n'est pas fait pour les 8 personnes sur 10 qui sont opérationnelles. Donc, en contact, Benoît me fait une démo. Outre-mer? Ouais. OK. Tombe en amour avec le produit. Je lui dis, wow, j'ai une petite fibre entrepreneuriale. À peine, à quand même, je peine. pense. Donc, j'ai dit à Benoît, ben, t'as quelqu'un qui s'occupe du produit au Canada. Benoît dit non, puis ça tombe pile poil. Il commençait à avoir à l'époque des clients qui étaient déjà ici bien OK. établis. Avec des sièges sociaux, j'imagine, en France. Non, qui avaient une on branche ici, avait, on avait des acteurs dans la mine, dans banque et assurance, pour pas les nommer. non? OK. Puis on a finalement commencé à travailler ensemble en début 2019. Puis depuis ce temps-là, ben moi, j'intègre la solution ici. Je fais toute la portion là, de développement, mais on fait aussi La mise en place, la la formation, mise en place, la la formation. configuration du Exact, logiciel, exact. puis le support par la suite. En fait, chez HumanPerf, l'élément différenciateur avec la solution qui est Ideal, c'est que la personne qui fait la démo, donc la vente au début, va être la personne qui va te suivre dans ton cycle de vie. Donc, les promesses de vendeur pas remplies quand Oui. tu transfères à l'intégrateur, ça n'existe pas chez Il y a nous. une imputabilité On jusqu'à a la fin. Jusqu'à là. ça, et ce qu'on fait aussi, c'est qu'après, étant donné que, bon, on a une maîtrise des sujets de performance, d'amélioration continue, de gestion de ces portefeuilles-là, ben, on amène, qui est inclus, hein, toute Mhm. cette dimension-là de bonnes pratiques et tout ça. Donc, Mhm. moi, j'accompagne mes clients et je les monte en compétences dans l'outil, mais aussi sur les bons réflexes de gestion de portefeuille d'initiative, en fait. Fait que c'est un peu un outil aussi que toi, tu utilises dans ta prestation de service chez tes clients Ouais, entre autres. pour encadrer les activités, mais eux aussi vont pouvoir l'utiliser par eux-mêmes pour se structurer à l'interne dans le projet Exact. directement à eux sans que toi, tu sois Exact. là impliqué dans les Exact. projets. Exact. Tu rencontres beaucoup de clients, Tom, de ton côté aussi, Benoît, j'imagine en France. Quel est le paradigme qui persiste encore dans les entreprises qui ne fait encore aucun sens? Tu sais, est-ce qu'il y a encore quelque chose, une conception que les gens ont en tête qui ne devrait plus exister maintenant en 2024, bientôt 2025, qui empêche l'implantation de ce genre d'outils-là? En fait, je pense que on est dans une approche qui est assez peu nuancée, où finalement les entreprises continuent à parler de projets. Oui. Et en réalité, on se rend compte que derrière le terme de projet, il va y avoir des choses très simples, des just do it. Il va y avoir des plans Une d'action. to-do list bien simple, ça se Voilà. peut. Il va y avoir des projets, il va y avoir des programmes, il va y avoir des objectifs. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les organisations n'ont même pas la connaissance de finalement ce qui distingue un projet d'un plan d'action, d'un just do it, d'un programme. Tout est mis dans un paquet projet. Au même niveau dans la feuille Excel. Fait que Au même niveau. OK. Donc, tout est mis dans ce méli-mélo de gestion de projet. Donc, ça, c'est un premier showstopper ou paradigme un peu. un peu showstopper. Et puis après, malgré tout, aussi comment dire, des dirigeants qui ne veulent pas forcément mettre les mains dedans OK. et qui laissent ça en Délégué, disant, ouais, c'est j'ai écrit papier. Ils font l'autruche, en fait. Alors Ils font l'autruche. Ils savent OK. que le parcours ou la gestion de tout ça, c'est un cauchemar, qu'on passe beaucoup trop de temps à gérer les chartes projets, les suivis, le reporting, alors qu'on devrait passer notre temps à générer de la valeur, travailler sur les projets Oui. et Au lieu créer de de la valeur. structurer et Exact. gérer les projets. Et courir après l'information pour remonter Mhm. le reporting une fois parce qu'il y a un comité de direction ou peu importe. Donc, OK. en fait, je pense que dans la tête des dirigeants, l'excellence opérationnelle, l'amélioration continue n'est pas un sujet stratégique et critique. OK. Parce qu'ils ont une vision Croissance, à on court produit terme. plus. À Ouais. court terme, qu'est-ce qu'il faut qu'on produise pour la fin d'année, les Mhm. résultats financiers, peut-être quelques grands projets. Et je pense que beaucoup d'organisations ne se rendent pas compte qu'en réalité, l'amélioration continue, elle est critique à long terme. Parce C'est que une histoire de culture dans l'entreprise. Ça devrait être omniprésent, Ça puis devrait- pas juste par coup d'épée. Ah, si, mais on en fait beaucoup, on en fait plus, on en fait beaucoup. Ça devrait Ouais, être parce qu'en assez. fait, à partir du moment où tu prends conscience que si tu n'écoutes pas tes clients pendant X temps, si tu n'écoutes pas tes collaborateurs pendant X années, Mhm. si tu passes à côté de toutes ces petites améliorations
qui sont sur le plancher, tout simplement en écoutant tes équipes, Oui. bah, finalement, au bout de 3 ans, tu es passé à côté d'un paquet d'opportunités qui vont t'obliger probablement à faire une transformation Absolument. qui va être coûteuse, qui va te mettre en risque. Et c'est juste surprenant que tout le monde est d'accord qu'il faut faire de l'amélioration continue, mais en réalité, il faut le faire parce que c'est critique et stratégique. C'est- Euh, si je te comprends bien un peu, Benoît, ce que tu dis, c'est mieux vaut être à l'écoute, capter ces informations-là, évoluer au fil du temps dans sa culture que d'arriver à un moment de casseux puis de faire Ouais, une transformation qui fait mal ça fait et mal. qui est coûteuse. Là. En fait, le parallèle que moi je fais toujours avec l'amélioration continue, c'est comme l'exercice. C'est comme aller au gym. Oui. Si on fait un sondage aujourd'hui sur 1000 personnes, si on leur demande est-ce que c'est bon de faire de l'exercice physique, est-ce que c'est bon d'aller au gym? J'étais avec les 1000 puis je dis oui, Tom. Tout le monde va dire ben oui, évidemment, on est dans le préventif, right? Oui. Ben, au final, il y a toujours une bonne raison de pas aller au gym. Mhm. Toujours une bonne. Ah, je suis occupé. Ah, Ouais, je suis c'est un bon fatigué. Ah, je vais y aller demain. Ah, je vais y aller Ou il y a samedi. une bonne raison d'y aller d'une manière éphémère. Je m'en vais au Mexique dans 2 semaines, moi, y aller Ouais. 3-4 fois au gym, puis après, Exact. c'est fini. Mais... Donc, l'amélioration continue en entreprise, c'est un peu ça. C'est que les opérations traînent le quotidien. Puis c'est correct parce qu'à la fin de la journée, il faut Ouais. prendre un besoin client, Il faut livrer de la valeur. faut rendre la valeur, puis il faut facturer. Ça, Oui. mais après, c'est le coup de rattrapage d'ignorer ces éléments-là Mhm. et combiné au fait que les organisations font que pousser des gros sujets mammouths stratégiques. Oui. Donc, on a un cynisme qui s'installe au niveau des équipes transversales en disant, ben ouais, on sait bien, tout ce qui est en top-down, ben on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais Oui. nous, on souffre au Notre quotidien réalité qui est et on là. n'a pas la capacité de prendre ces opportunités-là. Donc, dans un peu la mission d'Ideal, c'est d'être capable d'autant prendre le bottom-up Oui. que le top-down et d'en faire un tout. Nous, on dit, si OK. tu ne crées pas un référentiel unique de toutes tes initiatives, comment tu vas pouvoir voir la vue hélicoptère, Prioriser par la prioriser, suite. Absolument. s'assurer qu'on travaille sur les bons sujets, etc. etc. Mhm. Donc, c'est Puis un qu'on peu- gère nos perspectives de succès de chacun de ces projets-là avant de trop investir dedans et ainsi de suite. Comment, d'une manière pragmatique, Benoît, est-ce que vous faites avec votre outil pour venir faire le bottom-up? Comment est-ce que vous collectez la donnée auprès des utilisateurs? Pensons à une usine, par exemple, qui va couper, plier, souder, assembler, emballer. Bonne question. Comment est-ce que vous faites pour aller interroger puis impliquer les gens du plancher de production directement au travers cette solution-là? Alors, on fait pas, c'est pas nous on met l'outil et c'est pas l'outil qui va aller finalement chercher C'est pas un les petit gens. robot qui se promène dans l'usine puis T'as toc, pas, toc, t'as toc. pas Non, un OK, petit c'est robot bon. qui se promène. Et en fait, moi, ça fait, comme je te disais, 21 ans que je fais ça. J'ai jamais vu une entreprise où finalement il n'y avait pas d'idée. Ça n'existe pas. C'est sûr, mais il y en a encore qui ont la fameuse boîte à Kleenex ou à souliers dans la cafétéria comme un papier dedans qui est là juste pour le bien paraître. Là. En fait, souvent, les organisations ont peur de ne pas avoir d'idées. Et en réalité, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'elles ne s'organisent pas pour les gérer. Elles ne mettent pas en place un contrat de confiance Oui. avec les collaborateurs. Elles ne mettent pas en place un process. Mais tous nos clients qui ont mis en place une démarche, un contrat de confiance, à partir du moment où ils ouvrent les vannes, mais c'est un flux non-stop permanent d'idées. C'est complètement bluffant. Donc, c'est pas une question d'outils, en fait. C'est une question de management. C'est une question OK. de posture managériale, de contrat de confiance. À partir du moment où tu démontres à tes équipes que lorsqu'ils émettent une idée, lorsqu'ils font remonter un problème avec probablement derrière une opportunité de résoudre ce problème-là, à partir du moment où tu crées cette dynamique, c'est un flux permanent d'idées qui est absolument incroyable. Puis la C'est- crainte à ce moment-là, ça ne sera pas de ne plus avoir d'idées, mais d'être capable de les prioriser puis être capable de travailler sur les bonnes. Fait que vous faites du service conseil aussi en France, Ouais. si je comprends bien. Là. En fait, le sujet, c'est qu'à J'ai partir de la du moment... misère à différencier Ideal Human Perf. Ideal, c'est le produit et Human Perf, c'est effectivement la boîte qui accompagne les... Parfait, Les c'est entreprises. bon. Et le vrai sujet, en fait, des idées, de cette approche bottom-up, Mhm. c'est qu'en fait, quand tu te balades dans les entreprises, il n'y a plus personne qui est dans les couloirs et qui dit j'ai rien à faire, j'ai 100 000 balles, filez-moi des idées. En fait, tout le monde est complètement débordé. Ouais. Donc, quand tu leur dis, quand le top management dit maintenant, on va écouter les idées des collaborateurs et au middle management, ça va vous arriver dessus, Oui. leur posture est plutôt une posture de dire
on n'a pas le temps, on n'a pas de budget, et c'est vrai. Mais pour autant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut quand même s'affranchir d'écouter les idées des collaborateurs qui peuvent remonter, les idées des clients, etc., sous prétexte qu'on n'a pas le temps? Mais je pense que la question est là, hein. C'est est-ce que sous prétexte que notre bande passante, nos marges de manœuvre sont moindres, est-ce qu'il faut absolument se concentrer uniquement sur les grands projets stratégiques et ignorer les idées du terrain? Qui sont des fois des quick wins, Ouais, qui exact. beaucoup plus rapidement vont générer de la valeur qu'un projet mammouth, comme tu disais, Et qui, Tom. mis bout à bout, Mhm, apporte des gains colossaux. absolument. Oui. Si tu me permets, je rebondis sur le truc que Benoît a dit et sur quelque chose qui est commun chez vous. PPT. Oui. Ah. Ideal n'est qu'un outil. Donc, c'est le T, c'est la technologie. Mais si on n'est pas people, process, and then technology, comme tu Oui. as déjà mentionné, ben, en fait, ça m'est arrivé de faire des démos d'Ideal chez des clients et en disant à la fin, vous n'avez pas la Vous n'êtes maturité. pas prêt. Oui. Et c'est là où est-ce que nous, notre carré de sable va s'arrêter généralement et qu'on va aller vers des experts comme GLM, vers d'autres boîtes de consultants en disant, ben, tu sais, Mhm. allez-y, mettez en place la gouvernance, mettez en place les bons les rituels, les bons réflexes. Oui. Puis on va être prêt quand vous allez avoir À aller grandi en cadrer maturité. ce que vous avez mis. Exact. Je comprends. Excellent. Mais je suis curieux, je reviens avec ma question une dernière fois, Benoît, d'une manière pragmatique, mettons, pour récolter l'information sur le plancher ou à partir du metal management au travers Ideal. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est, je dis n'importe quoi, une caméra vidéo avec un AI dans une pièce que j'y vais, puis là, je viens de pogner une idée. Télépathie. Ouais, je blague, je dis n'importe quoi, mais comment ça fonctionne En fait, pour collecter la donnée puis les idées, mettons? En fait, c'est un formulaire sur une application web toute simple. OK. Hein, on n'a rien inventé de particulier. Après, peut-être, c'est le fait que ce formulaire, il peut être accessible depuis un smartphone, enfin, un téléphone intelligent, vous dites ici, vous? Oui. Donc, un téléphone Un smartphone, intelligent. nous, on est franglais. On est franglais, ouais. Ouais. Donc, une tablette. Donc, l'objectif, c'est de rendre ce formulaire extrêmement accessible. Oui. Ceci, tu peux aussi le rendre accessible depuis un formulaire Google Forms, Microsoft Forms, et via API, récupérer l'information. En fait, il n'y a pas un seul moyen de récupérer l'information. Ensuite, on a des clients qui ont des OBA dans lesquels tu vas pouvoir discuter autour de cette OBA. Et puis, à un moment donné, si cette idée ne peut pas être résolue tout de suite, Oui. il faut la formaliser parce qu'elle doit partir dans un autre département. Donc, Puis là, y a- c'est là qu'elle est formalisée, y a prise pas- en ordre. y a puis- Il y a tout un flux de OK. remontée là, vers la bonne personne dans il n'y a pas, l'écosystème. y a pas un flux parce que tu peux aussi aller dans des salons, rencontrer des gens, avoir une bonne idée, Mhm. et puis après la formaliser, l'envoyer par email. Donc, le Code- principe, c'est qu'à un Code moment donné, QR, tu peux flasher un QR code que tu peux mets à flasher un QR disposition code, Ah, wow, OK, dans directement le- pour que ça apparaisse dans sur l'usine, web. sur le plancher, puis après, tu saisis ton idée. Des tomes, j'adore ça. Dernière question par rapport au produit comme ça. Chez GLM, je suis vraiment content, je suis fier. On s'est certifié ISO récemment. Puis on a maintenant des formulaires de non-conformité qu'on appelle. Est-ce que ça peut servir le produit pour gérer? Parce que moi, je déteste le terme non-conformité. Dans ma tête, il n'y a pas de problème, il y a juste des opportunités d'amélioration. Mais Action corrective. ouais, exact. Est-ce que les entreprises s'en servent dans ce sens-là aussi pour conformité au niveau de la qualité, certaines normalisations? c'est pour ça qu'on parle, on parle pas d'idées, on parle pas de projet, on parle d'initiative. OK. Et en fait, une initiative, comme le dit Tom, ça peut être un projet, un chantier, une action corrective issue d'une non-conformité, une action préventive, un projet d'MAIC, ça peut être tout un ensemble de choses. Donc, c'est un terme générique Mhm. qui regroupe tout ça. Et je partage ton avis. Moi, je préfère dire que derrière une non-conformité, il y a une opportunité. Derrière Absolument. un problème, il y a une opportunité. C'est vrai que les qualiticiens, parfois, ils aiment bien rester bien crantés sur les principes de la norme. Mais oui, bien sûr, c'est en fait tout problème est une opportunité Absolument. de mettre l'organisation en mouvement vers plus de performance. Tu sais, j'y crois tellement profondément qu'à chaque fois que ma fille revient de l'école, puis je m'assieds avec au souper, là, je lui demande quelle erreur tu as faite aujourd'hui. puis elle me dit j'ai fait telle erreur, puis la première chose que je fais, c'est good job, high five. Tu as le droit de faire des erreurs, mais qu'est-ce qu'on a appris de ça? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Fait que, il faut le transformer mécaniquement, puis l'outil peut aider à capter cette information-là pour recréer de la valeur avec l'opportunité par la suite. Sinon, on en parle, on en discute autour de la machine à café, on l'oublie. Puis souvent, la question que j'aime poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour plus jamais que ça revienne? Oui, exact. En sais fait, en qualité, nos clients qui vont
formaliser les actions correctives issues d'un audit, par exemple. Oui. Ben, l'ensemble du cycle de vie de l'initiative ou de l'action corrective est saisi et suivi dans IDR. Et on a même, au niveau de la norme, une vérification d'efficacité qui est imposée. Et tu dois avoir une traçabilité là-dessus. Donc, on a des clients qui, dès qu'il y a des audits, et on est capable d'attacher les initiatives avec l'audit XYZ, de démontrer qu'on a fait, qu'on a réalisé. Il y a une rigueur, et qu'on a corrigé cet élément-là. Donc, on garde toute cette traçabilité-là dans la même application, dans le même outil. OK. Fait qu'il y a aussi dans ces cas de figure-là qu'on peut penser à votre produit pour... Tu sais qu'Ideol, en fait, est né... L'idée d'Ideol, en fait, c'est arrivé... à la machine à café. Et moi, je bossais avant dans une grosse entreprise internationale. Laquelle? Lévi-Strauss, les jeans. OK. Et, Levi's, ouais, j'ai computé. Levi's. Et donc, on était à la machine à café et on discutait avec les collègues. Il y avait plein de problèmes. On avait la solution, on savait ce qu'il fallait faire, mais on n'avait pas l'autorité pour engager les actions qu'il fallait mettre en œuvre pour résoudre les problèmes. Et sauf qu'en fait, les personnes qui pouvaient nous donner le go pour travailler là-dessus étaient trop occupés. Étaient inaccessibles. Exact, Trop occupés, inaccessibles. Et donc, en fait, on passait notre temps à retourner les sujets à la machine à café sans finalement pouvoir activer, exécuter, etc. Comment est-ce qu'on peut donner un sens au travail quand on vit ça au day-to-day? Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est fou, hein? Je me dis, mais quelle énergie gâchée. Enfin, c'est un désengagement une majeur. Frustration de dire, mais en plus, les problèmes, c'est nous qui les subissons. C'est pas eux là-haut. Absolument. Donc, on subit des problèmes, on sait comment les résoudre, mais on nous donne pas la légitimité. On vit l'impuissance. C'est épouvantable pour un homme au travail ou pour une femme au travail, ça, vivre ça, là. Et donc, je me suis dit, en fait, il faut qu'on arrive à créer un outil qui, à partir du moment où quelqu'un détecte une opportunité, qu'on puisse la formaliser et l'envoyer au bon interlocuteur pour que derrière, ça puisse déclencher un process de décision. Et en fait, l'idée, c'était vraiment ça, c'est de se dire, à un moment donné, quand j'ai une idée, le fait de la ranger dans la bonne boîte, ça va automatiquement l'envoyer à la bonne personne pour que cette personne dise, OK, ouais, c'est bon, on peut le faire, c'est intéressant, vas-y. Sans devoir se dire, il faut remonter au 3e étage de la tour pour réussir à remplir le formulaire B, veiller à l'étage. Ouais, travaux d'Astérix, c'est exact. Là, ça, c'est classique. J'adore ça. Puis, dernière question sur le produit, puis je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, puis j'en aurais plein, mais souvent, un des défis, on a des budgets, on a un temps limité. Il y a personne qui a du temps, il y a juste des gens qui en prennent du temps. Puis, Mané, il faut que tu sois efficace. Comment est-ce qu'au travers le produit Ideal, on peut venir qu'à avoir un aide pour prioriser ce sur quoi on devrait travailler? Est-ce qu'il y a une méthodologie, un outil qui va m'aider, moi, comme gestionnaire, à prioriser les bons projets en fonction de ma planif stratégique, peut-être, en fonction de je ne sais pas quoi? Comment qu'on fait pour prioriser toutes ces initiatives-là? Parce que là, je dis à tout le monde, contribuer, fait que je vais me ramasser avec une mer de projets? En fait, déjà, la première chose, c'est de se dire, est-ce que ça a besoin d'être priorisé? Parce que si on parle d'un Just Do It, ouais. OK, un Just Do It, tu donnes à ton manager dit, vas-y, OK, fais-le, tu déplaces l'armoire, c'est fait. OK, pas besoin de prioriser. Ensuite, il y a d'autres sujets qui peuvent être impactants, mais qui peuvent être discutés, négociés, sans tomber dans un exercice de priorisation trop important. Oui. La personne dit, bah oui, je peux le faire, je le prends pour telle date, et puis c'est bon, on met la date, et puis c'est fait. C'est une négociation, une discussion qui peut se faire sur un coin de table, et puis après, tu peux avoir des projets qui vont nécessiter des implications en termes d'investissement financier, d'investissement humain, qui vont représenter un risque pour l'entreprise ou pour l'organisation. Et là, effectivement, il faut définir des critères qui vont te permettre de prioriser. Et donc, en fait, je pense que la clé, c'est de savoir ce qui est important de prioriser, ce qui ne l'est pas. C'est tout à fait logique. Je suis 100% d'accord avec toi, Benoît. Fait que tu as différentes catégories d'opportunités d'amélioration. Puis les grosses organisations ont toujours un problème de simplification. En fait, elles veulent simplifier les choses. Et souvent, en simplifiant les choses, elles perdent toute cette capacité d'avoir une approche nuancée en fonction des sujets. Donc, en fait, tu as des boîtes qui vont dire, bah, nous, c'est trop compliqué, on ne sait pas faire, et donc ils ne priorisent rien. Et tu en as d'autres qui disent, bah, il faut prioriser, mais ils priorisent tout. Et donc, ça devient une usine à gaz. Absolument. Et donc, en fait, c'est vraiment cette capacité. Et on brûle de l'argent, là. Et tu brûles de l'argent. C'est facile de rendre ça compliqué, par contre, dans la vie aussi. Fait que ça c'est un autre. Et en termes de priorisation, une des grandes forces de l'outil, c'est parce qu'on embarque cet élément-là de priorisation gain-effort. Donc, on génère au travers d'une matrice gain-effort. OK. Automatiquement, les meilleures opportunités qui sont bonnes à saisir
Et c'est l'entreprise qui définit ses critères de priorisation. Qui peut les pondérer par peut la les suite, pondérer. peut se scorer Et avec un Une consultant. priorisation en innovation n'est pas la même qu'une priorisation dans un autre département. Donc, on a la En capacité santé, d'avoir. sécurité, mettons. Exact. Ouais. Le risque Donc, on a la capacité de bâtir plusieurs échelles de priorisation. Et les meilleurs, c'est comme le lait, là, la crème remonte sur le Ouais. top. Puis Ça finalement, remonte sous ça. on les saisit. Et l'autre élément que ça apporte, c'est que quand on vient pour déployer, comment je m'engage, moi, dans les initiatives qui me tombent dessus tout le temps? Si je définis et je démontre que ça a été bien priorisé et que ça fait du sens pour l'organisation, il y a un gain pour l'organisation, ben, je vais avoir beaucoup plus envie de m'engager que si c'est une autre patate chaude qui me tombe sur mon bureau, puis là, je me dis, ah non, encore un autre projet. Si c'est démontré, et c'est ce qu'on fait au travers de la fiche initiative, catégoriser quels sont les départements, la structure organisationnelle qui est impactée et quelle priorisation ça apporte. Donc, tout de suite, en un clin d'œil dans une charte initiative, dans une fiche initiative, je comprends mieux. Et si je comprends mieux, je vais avoir beaucoup plus envie de m'impliquer. Nous, on a le dicton, hein, c'est si on prend le temps de décider, de planifier avec les gens, donc si on m'implique, je m'applique. Oui. Si on m'impose, je m'oppose. Si on ne fait que me lancer des patates chaudes sur mon bureau en disant tu dois faire, il je vais me braquer. Donc, si on m'implique dans la priorisation, dans la planification, dans la décision, je vais avoir beaucoup plus envie. Et quand je dis envie, peut-être que je suis le manager, je suis le gestionnaire, puis je vais au moins être le porteur d'un message positif quand je vais décliner ça dans mes équipes. Il faut que tu aies du leadership pour transférer ça aux gens aussi. Mais si on me l'a imposé, encore un autre projet, ben mon non-verbal va parler. Je vais arriver dans mes équipes, puis je vais dire à reculons, encore un autre projet, là, c'est arrivé d'en haut, puis là, on sait bien, puis on y arrivera pas, puis il rêve en couleur. Tu sais, ton non-verbal ou ton influence va. Si on t'a demandé ton avis avant, si on te dit, as-tu de la bande passante? Ça cadre-tu avec tes objectifs de ton équipe à toi? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que tu as la compétence à l'interne pour le faire? Oui. Parfait. Est-ce que tu acceptes? Maintenant, est-ce qu'on prend une décision ensemble sur l'échéance de ce projet-là? Ah, c'est 3 mois? Ben non, pas 3 mois. Je suis déjà occupé sur A, B, C, D, E. Ça marche pas avec mon horaire C'est 9 mois. OK, tout le monde est à l'aise autour de la table avec 9 mois. Tout le monde se commet. Oui, parfait. Quand ces équipes-là, quand lui, il va retourner dans son équipe, il va vendre le projet. Il va être le sponsor de ce projet-là. Fait que la capacité de réaliser vos initiatives après va être augmentée. J'adore ça. Est-ce que ça arrive souvent que vous commencez une initiative avec un département dans une entreprise, puis que ça lève, puis que ça devient contagieux pour le reste de l'organisation par la suite? Tout à fait. Ça, c'est un des points, j'en suis convaincu. Vous avez un bon taux d'adoption aussi, des clients qui l'essayent, qui veulent continuer, que ça perdure par la suite? Ouais, ça serait qui le client idéal au Québec qu'on veut aller chercher? Ben, Tu n'es pas obligé, Tom, si tu veux pas, là, donner un nom de client, mais moi, j'aime ça donner un nom de client, puis dans le podcast, on va le mettre son nom, puis s'il faut, on. C'est en même, là. En fait, l'entreprise manufacturière est un gros secteur porteur pour nous. Puis après. Ceux qui ont un groupe avec différentes usines, à la limite. Oui, exact. Donc, dès qu'on est multisite, ou est-ce que. Bon, j'en avais des discussions aujourd'hui, 4 sites, 2 au Québec, 1 en Ontario, 1 à Boston. Là, ça commence à faire du sens. Un portefeuille qui commence à être un peu plus garni. J'avais un fantasme, ça fait longtemps que je cours après Hydro-Québec, mais j'ai jamais réussi à mettre le grappin. On mettra un hashtag Hydro-Québec dessus. Le podcast en bas sur les Ils sont hyper dynamiques sur les réseaux sociaux Hydro-Québec. C'est pour ça donc, mais eux, évidemment, ils ont connu beaucoup dans les dernières années avec la transfo, Unhydro, tout ça. Donc, déjà, ils sont amochés un peu probablement sur ces dispositifs-là. Puis je rebook sur la question du paradigme de tantôt. Aujourd'hui, évidemment, avec la transformation numérique, les entreprises, ce qu'on entend, c'est en ont encore une autre application. Et là, tu as les TI qui disent on paye assez cher pour le léger monopole de Microsoft. On va profiter de nos licences d'Office 365. On va faire du Teams, du Planner, du Excel. Puis ça va marcher, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Benoît est là pour le témoigner. Il y a des gens qui vont là et qui reculent après des années en disant on a essayé le Team Planner, ça ne fonctionne pas. Regarde, c'est 100%. Fait qu'on
on remet hashtag Hydro-Québec au bas du Parfait, podcast. parfait. On oublie le paradigme aussi que la suite Microsoft va combler l'entièreté de nos besoins. Ça, je suis 100% d'accord avec vous, messieurs. On est présentement assis, puis je l'ai simulé avec toi, Benoît, tantôt. On est à Chamonix. J'ai eu l'opportunité d'aller dans les Alpes l'année passée. Ma première fois, wow, speechless. C'est de toute beauté. Puis, plein de beaux chalets en bois rond comme dans lequel est-ce qu'on est. Fait qu'on se transpose dans les Alpes pour être dans un élément très loin de Paris, mais quand même, en France. Pas si loin, Puis, c'est 5 heures. Ouais, c'est rien, là, quand même. Ça vaut la peine de dormir là-bas. Pour 5 heures, Ouais, aller c'est faire clair, du c'est ski et clair. se promener. Mais on fait une journée de ski, les gars, ensemble. Moi, j'ai fait du snowboard. Je sais pas si vous faites ski ou du snow. Ski. Ski, parfait. Ski. Ski de rando. De randonnée, OK, parfait. Fait on te rejoint au pied de la montagne, on va au chalet, puis on se prend un petit Ricard, les gars, on est assis sur le bord du feu, puis tu sais, en fait, je vous... L'écart, c'est quand même plutôt l'été. Hein. OK, c'est l'été? Ah, shit, c'était bien parti, mon affaire. OK, d'abord, moi, je vais prendre un Pinot de Charente. OK. C'est bon, ça? Moi, Ouais, c'est bien, c'est bien. j'adore. Moi, dans un spa, Pinot de Charente, ça, c'est moi. Donc, on prend un petit Pinot de Charente, et puis, tu sais, étant assis sur le bord du feu, je parle avec vous, puis vous êtes rempli d'énergie. Ça paraît, vous êtes des passionnés. Vous êtes les deux entrepreneurs, vous aidez les organisations dans l'amélioration continue, puis ça transpire en vous parlant. Puis la question que j'ai pour vous, c'est, hey les gars, comment vous faites pour avoir la flamme intérieure allumée? Tu sais, souvent, moi, j'aime dire qu'il faut mettre des bûches dans notre feu intérieur pour garder ça allumé. Qu'est-ce que vous faites au niveau personnel ou peut-être professionnel pour garder cette flamme-là allumée puis de vous réveiller le matin comme entrepreneur puis de se dire, tabarouette, je leur prends le téléphone, je fais tel appel, je m'en vais rencontrer tel rendez-vous, j'appelle un partenaire en France, une démo, on part une nouvelle business. Qu'est-ce que vous faites dans vos vies pour entretenir ça? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, puis j'aime ça poser cette question-là quand j'en vois d'autres entrepreneurs dans la routine de vie, les habitudes. Ouais, bonne question. Bah, enfin, ne serait-ce que sur le côté professionnel, il y a quand même en fait toutes les rencontres professionnelles qui sont, tu vois, moi ça fait 20 ans, Stimulante intellectuellement ça fait les gens, là. 20 ans que je suis sur le logiciel, à un moment donné, enfin sur le même logiciel, on pourrait s'imaginer qu'à un moment donné tu te lasses, mais c'est en fait toutes les rencontres et tous les usages que tu vas avoir autour de la plateforme avec des entreprises qui ont des cultures différentes, avec des acteurs qui exercent des métiers différents, donc tout ça, c'est extrêmement énergisant. Et puis finalement, tu as un concentré ici sur cette journée de ce qu'on vit OK. un peu au quotidien. Donc il y a cette énergie-là. Donc ça fait partie des bûches. Et puis après, je pense qu'il faut avoir un bon équilibre pro et puis perso. Et donc moi, j'ai... Qu'est-ce que tu fais perso, toi, Benoît, pour l'alimenter, ça? Moi, j'ai déjà une femme et 3 enfants qui me prennent un peu de temps et qui m'apportent aussi de l'énergie. Pas que de la bonne énergie, mais bon... C'est correct, hein? mais voilà, il y a ça. Et puis après, je fais du ski de rando. OK. J'adore ça. Ski de fond, hein, ça, ski de rando? Non, ski de Non, rando, c'est quand tu pot de montes, phoque. c'est quand tu Ah, montes les la pots de montagne phoque. avec les pots de phoque. Ouais. Oh là là, quand même. Donc ça, c'est extraordinaire. Du vélo, OK. beaucoup de vélo, parce que ça te vide la tête quand tu pars et que ça fait plusieurs heures, tu penses à plus rien. Donc ça fait du bien à un moment donné de se T'as pas le vider. choix, hein? Moi, ça m'arrive des fois, là, je vais courir, puis t'as tellement le plus gros problème dans la tête, puis t'es plus capable, tu vas courir 20 minutes, une demi-heure, puis tu reviens, puis soit que t'as la solution ou tu penses à d'autres choses, puis la vie est belle pareil, puis tu reviens après. Alors, là. la particularité du vélo, c'est que quand tu... Enfin, moi, en tout cas, Je suis pas vélo, moi, fait que j'ai... Moi, quand je fais du vélo, tu penses à rien, parce qu'il faut pédaler. Oui. Et donc, tu pédales pendant 4 heures et tu reviens, tu es carbonisé, donc tu penses à rien du tout. Par contre, si je veux penser à des choses, je fais de la randonnée. OK. En randonnée, là, pour le coup, c'est là où les idées Il ressort plus... elles ressortent plus. Ouais. Là, tu peux vraiment réfléchir, tu es au grand air. Le vélo, je m'imagine, c'est la vitesse aussi. Il ne faut pas tomber des obstacles. Il faut être plus concentré, focus sur la Ouais, non, conduite. je suis pas vélo de route. OK. On appelle ça le gravel. Donc, c'est plutôt dans les chemins, dans Gravel la forêt. bike. Gravel bike, ouais. Parfait. Ouais. Ah, j'adore ça. De ton côté, Tom? Moi, j'aime, c'est drôle, il y a des gens qui vont avoir mal au cœur de ça, mais j'aime faire de la rénovation. J'aime OK. bisouner, j'aime... Construire quelque chose avec tes mains. Ouais, là. Quand on est ouais, des idées, exact. des concepts. Je trouve que je trouve un niveau de détente qui est... bon, c'est pas reposant, mais tu vois, durant la pandémie, j'ai acheté un van Ford Transit vide cargo. Je l'ai converti. Après, on a OK. fait le tour du Canada en famille, ensemble. Mais je pense que j'ai passé 200 ou 300 heures à faire les choses. J'ai un chalet. Quand j'arrive au chalet, toujours quelque chose Des petits, à réparer, tout ça. Et j'adore la rando. Tu sais, on est des gens hyper actifs. Ma physiquement, conjointe plus que moi, mais moi,
je suis à pouce à peu dépasser mes limites. Mais on est des gens de montagne. On fait l'Ouest canadien. Cet été, on est allé faire les parcs nationaux de Utah, Nevada, Grand Canyon, Yellowstone, exactement. Donc, et puis, on profite du temps qui nous reste avec les enfants. C'est les dernières, c'est 13, 16, 17. Oh boy, OK, ça toi, t'es sur les derniers 1000. Exact, ça s'en va. Mais ça revient après, puis ça, tu le sais comme moi, quand eux vont avoir des enfants. Fait que ne sois pas nostalgique. Fait que non, c'est un peu ça. Puis l'année dernière, pour le vélo, Benoît m'a fait une sortie de... On a fait quoi, 50 km? Ah, peut-être un peu plus même, 60, 70. Hein. J'ai été complètement cramé, le derrière en compote. On a fait ça dans le matin. Après, dans l'après-midi, il dit bon, ça fait. On se fait un tennis, on se fait. on va eux, ils disent à la salle, on va à la salle. Je dis, ah non, ça va, c'est bon. 50 km. C'est assez pour aujourd'hui. Ah, ben, excellent. Autre question pour vous, les gars. Je m'amuse. L'année passée, je me rappelle, je t'ai connu, Benoît, on est allé au bordel, un petit bar après la journée que Tom avait organisé une belle soirée. Il faut spécifier, là, parce qu'on n'est pas allé juste au bordel. Non, le bar. Le restaurant-bar, le bordel, super important, honnêtement. Puis en fait, si on a l'opportunité, ça serait le fun. On retourne l'année après, on va prendre une bière, puis on se promène les trois ensemble. Ben à côté, puis en marchant dans la rue, je m'accroche les pieds, puis comme voyons, c'est une baguette magique. Oh. Puis étant un gars généreux quand même de nature, je me dis, crime Benoît, je te la donne. Puis Tom, on se voit plus souvent un peu, mais on se voit pas assez souvent. On est tous des gens occupés, mais on te la remet à toi. Parmi nous trois, Benoît, la baguette magique, puis dans ton entreprise, par rapport à la valeur que tu génères aux clients, ta croissance d'entreprise, tu as le droit de faire un vœu. Tu peux changer, ajouter, modifier, quoi que ce soit, l'émotion des gens, l'argent, le temps n'est aucunement un obstacle. On rêve. Qu'est-ce que tu fais avec ta baguette magique dans ton entreprise par rapport à la valeur que tu génères chez tes clients? C'est une question qui est pas, à laquelle c'est pas simple de répondre. Qu'est-ce que je ferais d'une baguette magique? Ouais. D'un coup comme ça, la première idée qui te vient en tête, là, pouf! Ah, tu me sèches là? Non, je sais pas. Je sais pas. J'aime ça. Puis je te laisse y penser, puis je repose une autre question. On parle présentement d'amélioration continue, de culture d'entreprise, d'impliquer les gens. J'ai adoré le dicton que tu m'as dit tantôt. J'en ai un qui ressemble beaucoup. Moi, je dis les gens adhèrent au changement auquel ils contribuent. Qui revient un petit peu à ce que tu m'as dit tantôt. Moi, c'est celle-là que j'utilise, que j'aime bien. Au travers de cette évolution-là de la culture dans les entreprises, quelle figure inspirante qui est dans votre domaine? Qui est-ce que vous avez vu en conférence, que vous aimez écouter un petit vidéo une fois de temps en temps, un livre qu'il a écrit? Est-ce qu'il existe quelqu'un qui, si on avait l'opportunité d'avoir une 4e chaise dans le podcast, là, ça serait vraiment cool de l'inviter avec nous présentement pour poursuivre la discussion? Pas obligé de le connaître, puis il n'est pas obligé d'être ici au salon, il peut être n'importe où, là. Idéalement vivant. Ouais, alors, tu vois, moi, j'aurais du mal à nommer une personne, pas parce qu'il n'y a pas plein de gens bien, pour le coup, il y a vraiment plein de gens extraordinaires, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une personne qui mérite plus par rapport, par rapport à d'autres. Sans que ça soit je comprends que faire un choix, c'est renoncer à quelque chose dans la vie, là, ça, je suis conscient de ça, mais si on a l'opportunité d'avoir une personne, c'est qui qu'on prend, qu'on amène ici? Emmanuel Macron? Moi, Vas-y, Tom, de ton côté. J'ai toujours eu une fascination, une admiration pour les entreprises qui réussissent à scaler d'une façon exponentielle que vu de l'extérieur, tu dis « wow ». Mais un Jeff Bezos, par exemple, qui est tout le contraire d'un Elon Musk qu'on voit, un gars qui est hyper posé, calme, qui fait une obsession du service à la clientèle, là, de la satisfaction client. Et en 20 ans, 25 ans, a réussi à bâtir cet empire-là à une vitesse qui est incroyable. Je serais curieux de lui demander, OK, mais vu de l'extérieur, c'est cool. Mm-hmm. How to. Mais how to et vu de l'intérieur, est-ce que ça fait mal? Est-ce que parce que c'est clair qu'à cette vitesse-là,
Il doit y avoir des bouts où, bon, on admire tout ça, mais de l'interne, comment tu réussis à. Tu sais, on regarde d'autres entreprises américaines, là, des Walmart qui réussissent à être présents partout dans le monde, à générer du. Pour moi, ça, c'est une équation que mathématiquement, dans ma tête, j'ai jamais réussi. On a toutes 24 heures dans une journée. C'est clair. 7 jours, 365 comment ça jours. Se passe de comment ils l'intérieur, font pour là? y arriver à cette coquille, vélocité-là? On veut voir en dedans. J'adore ça parce que Tom, tu réponds à l'autre question qui s'en venait après. Tu es un gars qui a la suite des idées. Je vais te demander quelle question il pose, tu me le donnes. J'en pose une dernière, en fait, pour finir le podcast. C'est ma question d'inspecteur de police, c'est à savoir qu'est-ce que je ne sais pas sur Ideal Human Perf que je devrais savoir? De quoi est-ce qu'on n'a pas discuté encore qu'on aurait dû? Ben, c'est une application qui s'intègre en moins de quelques sessions de 2 à 4 heures. OK, quand même. Là. En 10 heures, 4 à 6 semaines, si on a de la ressource qui est dédiée, puis si on comprend bien la réalité. On n'est pas sur des intégrations de 6 mois, 9 mois. On n'est surtout pas sur des budgets d'intégration qui sont dans les dizaines de milliers, voire centaines de milliers de dollars. C'est applicable. C'est du cost by user, by month. Exact. Et en fait, quand je dis toujours cette question-là, les clients me disent OK, l'intégration, combien de temps? Je suis toujours mal à l'aise parce que je leur dis vous n'allez pas me croire, vous allez dire que là, je fais un speech de vente, mais je vous dis que si vous me fournissez les bonnes informations, au bout d'un atelier de 90 à 120 minutes, je peux vous fournir une maquette fonctionnelle. Déjà là. Et on peut former des key users en 1 heure. Et le portefeuille est déjà animé. On est parti. Génial. Ben, écoutez, messieurs, je te laisse une dernière chance, si tu veux, Benoît, avec la baguette magique avant qu'on quitte. Non, mais je repensais en fait à la personne que j'aimerais bien rencontrer. OK. C'est pas une personne spécifique. D'ailleurs, je n'ai même pas son nom en tête, mais ce serait plutôt un explorateur. OK. Tu vois, quelqu'un qui a exploré le monde, qui a défriché des zones inconnues. Où les hommes sont jamais allés. Où les hommes sont jamais allés. Enfin, c'est plutôt des personnes qui n'ont pas eu peur des aventuriers, tu vois. Mm-hmm. C'est plutôt ces personnes-là qui vont. J'adore, hein, il y a toujours de Jeff Bezos, bon, mais c'est le secteur, c'est business, c'est des entreprises, moi, les gens qui savent se dépasser. Dans le style de vie, il y a à s'inspirer autant des sports explorateurs, la musique, les arts, ramener ça dans le monde des affaires. J'adore ça. Un livre que j'ai lu, qui me fait penser un petit peu à ce que tu dis, c'est un auteur québécois, c'est le coach sportif, mais mental du Canadien de Montréal qui a écrit ça. Ouais, docteur. Anciennement, c'est Dr. Love, c'était Sylvain Guimont. Sylvain Guimont. Mais c'est plus Sylvain Guimont qui fait ça, c'est un autre gars maintenant, depuis 2-3 ans environ, qui est là comme coach mental pour le Canadien de Montréal. Son nom m'échappe, mais le titre de son livre s'appelle « L'Olympien au bureau ». Puis c'est un coach pour des gens qui sont allés aux Jeux olympiques. Puis il fait tous les parallèles des trucs. Tu me parles d'explorateurs, des gens de sport, on parlait de cyclistes. Il fait tous les parallèles entre comment il coachait les athlètes pour gagner les Jeux olympiques, puis comment est-ce que tous ces trucs-là s'appliquent au day-to-day au bureau, à un gestionnaire, à quelqu'un. Honnêtement, moi, c'est un livre que j'ai adoré cette année. Je vous le recommande. C'est quand même assez vite à lire. L'Olympien au bureau, c'est excellent. Ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'est un plaisir de vous avoir comme leader de la transformation de nos entreprises. Vous êtes présentement assis sur la chaise bleue. C'est ce qu'elle représente. Puis on se revoit très bientôt. Bonne journée. Merci. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.